Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide de Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. À la une de l'actualité ce soir. Ces lancements, des aires de santé ont été aménagés par les autorités sanitaires. Il s'agit de l'aire de Kayembe et celle de Majengo. Les premiers à recevoir ces vaccins autonomes, la quarantaine, semble soulagée après cette étape. Je suis venu ici au centre pour recevoir le vaccin et je viens de le recevoir. Je me sens très soulagé parce que je me demandais souvent quand est-ce que nous serons vaccinés. Alors je viens de l'avoir pour me protéger contre Ebola. La campagne durera environ 4 mois, touchera plus de 40 000 personnes sur 6 sites de vaccination dans ces 2 quartiers populaires. La coordination de la riposte se réjouit du début de cette opération. Et nous sommes très contents qu'à partir d'aujourd'hui, que les activités de vaccination du deuxième vaccin puissent commencer et ainsi contribuer à la riposte contre Ebola. Ceux qui ont reçu les premiers vaccins sont bien protégés et n'ont pas d'intérêt à venir prendre ces deuxièmes vaccins. Ceux qui vont recevoir celui-ci seront immunisés et ils seront appelés à venir pour prendre une deuxième dose. Sur les 500 000 doses attendues, autour de 22 000 sont déjà disponibles et stockées ici à Goma. Ce vaccin est administré à 2 doses espacées et c'est un complément pour les premiers vaccins déjà utilisés et il ne remplace pas les premiers vaccins administrés dans les zones épidémiques, ont tenu à rappeler les autorités sanitaires de la RDC. Signalons que les vaccins élaborés par la société Johnson & Johnson a déjà été utilisé en Sierra Leone et en Ouganda. Des pneus usés soutiennent des planches vieillissantes. Sur ce flanc de colline, l'unique voie d'accès est ce pont de fortune, sous la menace des eaux. Mais les habitants du quartier sont téméraires. Je suis là depuis 1986. Il n'y a pas de problème dans notre quartier, sauf que nous, on n'a pas le pont pour traverser et aller chez nous. Nous sommes à l'aise, il y a de l'air pur, il y a tout, on vit bien. On n'a pas de problème, ce n'est que le problème de l'eau qu'on a seulement ici. Le gouvernement envisage de créer un parc sur cet espace où des centaines de maisons délabrées ont été construites. Mais l'opération est mal perçue ici. C'est que s'il faut que nous quitte ici, c'est pas facile. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes des pères de famille. Si on nous dédommage, il n'y a pas de souci, je peux quitter. Tu as déjà fait un petit machin. Après un de ces 4 matins, on vient te détruire. C'est déplorable, ça fait trop mal. Les constructions sur les flancs de collines constituent une menace sérieuse dans la capitale. Plusieurs quartiers qui présentent des risques. Donc cette situation n'est pas réluisante et ne saurait satisfaire le professionnel que nous sommes. Je dois dire que c'est la conséquence du manque de consultation des professionnels que nous sommes. Il y a quelques jours, le quartier Ngusso a été sous les mois. Les murs de cette maison sont tombés. Une jeune dame a trouvé la mort dans cette maison. Elle a été surprise par un éboulement du terrain à la suite d'une pluie torrentielle. Emmanuel Jules Tape pour VOA Afrique, Yaoundé. 2 diplomates américains témoignant pour la première fois en public sur des allégations soutenant que le président Trump a délégué la politique étrangère des États-Unis en Ukraine à son avocat personnel Rudy Giuliani afin de défendre ses intérêts politiques personnels. Taylor et George Kent, hauts responsables du département d'État chargé de l'Ukraine, ont déclaré aux législateurs que M. Trump s'intéressait plus à l'aide fournie par l'Ukraine dans les enquêtes sur son rival politique Joe Biden et son fils qu'à la mise à disposition de 400 millions de dollars d'aide militaire approuvée par le Congrès américain. Les questions posées par cette enquête de mise en accusation sont celles-ci. Est-ce que le président Trump a cherché à exploiter la vulnérabilité de cet allié et a invité l'Ukraine à s'immiscer dans nos élections? Est-ce que le président Trump a décidé des actions officielles concernant une rencontre avec Zelensky à la Maison-Blanche ou l'assistance militaire américaine sur la base d'une aide de l'Ukraine dans des enquêtes politiques qui aideraient sa campagne de réélection? Et si le président Trump l'a fait, un tel abus de pouvoir est-il compatible avec sa fonction? Le président a minimisé l'importance de ces allégations.
Rien à signaler. Je vois qu'ils font appel à des avocats qui sont des juristes de télévision. Trump faisait allusion au conseiller juridique démocrate qui a interrogé certains des témoins. Au cours de vos décennies de service militaire et de service diplomatique représentant les États-Unis dans le monde entier, vous avez déjà vu un autre exemple d'aide étrangère subordonnée aux intérêts personnels ou politiques du président des États-Unis ? Non, Monsieur Goldman, je ne l'ai pas vu. L'argument républicain contre la mise en accusation a été résumé par les principaux alliés de Trump au Congrès. Le président Zelensky devait s'engager à mener une enquête sur les Biden avant que l'aide ne soit libérée. L'aide a été libérée et il n'a pas promis d'enquête. Monsieur Jordan, je ne me suis pas trompé à propos de ce que je vous ai dit et ce que j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est bien ça. Ce que vous avez entendu n'a pas eu lieu. Cela n'a pas eu lieu. Le soutien du peuple américain, qui, dans les sondages d'opinion, est de plus en plus en faveur de la mise en accusation de Trump, est précisément ce que les démocrates espèrent gagner en organisant ces auditions publiques. Le président Donald Trump a réservé un accueil chaleureux au chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, malgré les relations froides entre les deux pays. Nous sommes amis depuis longtemps, disons depuis le premier jour. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont déclaré vouloir augmenter les échanges bilatéraux à 100 milliards de dollars, soit plus de 3 fois le niveau actuel. Notre relation économique a un potentiel énorme et continue à se développer. L'engagement direct et la diplomatie entre nos deux pays sont essentiels pour assurer un avenir de paix et de prospérité et des promesses à nos citoyens. La visite a eu lieu dans un contexte de crise après les attaques d'Ankara dans le nord de la Syrie et contre les forces kurdes en octobre dernier. Jusqu'à présent, des zones d'ombre subsistent quant au cessez-le-feu permanent. Les Kurdes, alliés des Américains dans la lutte contre le groupe État islamique, sont considérés par Erdogan comme des terroristes. Nous devons d'abord faire la distinction entre deux choses. Nous n'avons aucun problème avec les Kurdes. Nous avons des problèmes avec les organisations terroristes, dont certaines sont parmi les Kurdes. Sur les questions de sécurité, la Turquie, alliée de l'OTAN, se tourne vers la Russie, notamment en raison de son récent achat du système de défense antimissile S-400. Aucun des dirigeants n'a fourni de détails mercredi sur la résolution de ce problème. Mais avant la visite, la Turquie avait menacé d'acheter davantage de jets russes si le Congrès leur bloquait l'acquisition de matériel militaire américain. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la tranche consacrée à la santé. Bonsoir, cher ami. Salut Jacques. Comment allez-vous ? Je vais assez bien, d'autant plus qu'on va parler de quelque chose d'assez gai aujourd'hui. Effectivement, Mohamedou, ce soir, nous parlons de cette belle histoire, celle de deux fillettes camerounaises, nées siamoises et qui sont désormais des jumelles séparées, Mohamedou. Tout à fait, Jacques, c'est l'histoire de Bissi et Eyenga, deux fillettes nées il y a un peu plus d'un an. C'était le 6 novembre 2018 à Ayos, une localité camerounaise située à plus d'une centaine de kilomètres de la capitale Yaoundé. Ce jour-là, Laurel Maya, c'est le nom de leur maman, qui n'avait fait aucune échographie pendant sa grossesse, découvre qu'elle a donné naissance à des siamoises. Bissi et Eyenga sont en effet des jumelles fusionnées, reliées par l'abdomen et le foie. Alors, c'est une situation inhabituelle dans cette localité qui ne dispose pas d'un hôpital capable de traiter de pareils cas. Si inhabituel, Jacques, Laurel sera rejeté par le père des enfants et même par certains membres de sa famille qui paniquent et y voient une manifestation d'une malédiction. Alors, la mère va se rendre à la fondation Chantal Biya, une fondation créée par la première dame camerounaise qui est réputée pour venir en aide aux couches sociales défavorisées. Laurel et ses enfants seront ensuite transférés à un hôpital, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, qui est plus indiqué pour ce type de cas. Et elles y seront suivies pendant une dizaine de mois et plus tard, elles seront donc transférées en France pour une opération chirurgicale visant justement à les séparer. Oui, et l'opération s'est déroulée hier donc à Lyon et pour être précis à l'hôpital Femmes, Mères, Enfants, Hospice Civil, Mohamedou. De Lyon, oui, tout à fait. Le voyage du Cameroun pour la France qui n'aurait pas été possible sans une chaîne de solidarité avec notamment l'implication de l'association La Chaîne de l'Espoir, une association qui vient en aide aux enfants démunis et qui avait déjà réalisé pareille opération en 2015 en faisant venir 2 bébés siamois de Guinée-Conakry.
arrivées à Lyon le 1er novembre. Les sœurs siamoises devaient être initialement séparées le 7 novembre, mais l'intervention chirurgicale a dû être reportée parce qu'on leur a diagnostiqué une bronchiolite, c'est-à-dire une infection respiratoire. C'est donc après la guérison de Bissi et Yenga qu'elles ont été opérées hier, mercredi 13 septembre. Alors Jacques, il y a quelques instants, nous avons joint en France le professeur Alain Deloche. Il est le fondateur, il est chirurgien, il est le fondateur de la chaîne de l'espoir, l'association qui a aidé à l'évacuation et à la prise en charge de ces enfants. Il nous a raconté comment s'est déroulée l'opération et il nous a donné les dernières nouvelles des fillettes. On va l'écouter. Où les deux petites filles étaient unies par l'abdomen et le foie. Il y avait une forme anatomique favorable à la séparation qui a duré 5 heures, c'est-à-dire beaucoup moins qu'on ne pensait. Il y avait environ 20 personnes en salle d'opération avec 2 équipes pour prendre en charge les enfants après leur séparation. Les 2 enfants sont en réanimation, elles vont bien et donc on va attendre la convalescence. Nous n'avons qu'un problème, c'est une des 2 a quand même une malformation du cœur qu'il faut investiguer. La chaîne de l'espoir a un système de famille d'accueil et elles vont rester environ 2 mois et demi à Lyon pour les bilans et le suivi. Le professeur Alain Deloche. Merci bien, Mohamedou. Mais en fait, c'est pas fini. Merci pour le sujet qu'on vient de voir. Le reportage de ce segment. On va parler du reportage de la semaine. On vient de parler d'une prouesse médicale. On va parler d'une autre, des chercheurs qui tentent de créer des organes humains à partir d'une imprimante 3D. Il s'agit des ingénieurs de l'un des laboratoires de la Rice University, ici aux États-Unis, qui sont en train d'imprimer en 3D des réseaux vasculaires complexes trouvés dans les tissus humains. Voyons cela dans ce reportage d'Elisabeth Lee. Le récit est de Trésor Matondo. Donc, je m'attends à ce que dans notre vie, nous ayons des organes de remplacement pour les humains. Miller est optimiste quant à l'avenir de l'utilisation de cette technologie pour construire des tissus humains vivants en vue d'une éventuelle implantation. Et peut-être même un jour, les médecins pourraient imprimer des organes de remplacement avec les cellules du corps du patient. Des organes humains à partir d'une imprimante 3D. On vit dans le futur déjà, Mohamedou. Oui, la recherche évolue, Jacques. Absolument. Je vous remercie. Vous revenez jeudi prochain. Jeudi prochain. Merci bien, Mohamedou. Très bien. La première journée des éliminatoires de la CAN 2021 se poursuit sur le continent. Entre autres résultats du match joué ce soir, l'Égypte, sans Mohamed Salah blessé, a été tenue en échec par le Kenya 1-1. Défaite à domicile des éperviers du Togo devant les Comores 1-0. Le Mozambicain a battu le Rwanda 2-0. 0-0 dans le duel ouest-africain en cours entre le Mali et la Guinée. Même score entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Le Ghana mène 1-0 face à l'Afrique du Sud. 1-0 également pour l'Algérie, championne en titre devant la Zambie. C'est la mi-temps sur ces différents stades. Zlatan Ibrahimovic quitte le Los Angeles Galaxy. À 38 ans, la star suédoise l'a annoncé sur son compte Twitter, mais n'a rien dit sur sa retraite ni sur sa prochaine destination éventuelle. Vous le vouliez, Zlatan, je vous ai donné Zlatan, l'histoire continue. Maintenant, retournez voir du baseball, a tweeté Zlatan Ibrahimovic dans son style habituel. Malgré 29 buts inscrits en autant de matchs au cours de son premier exercice en 2018, le Los Angeles Galaxy ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Chose réparée cette année, mais avec au bout une élimination en demi-finale de conférence Ouest face au Los Angeles FC. Au total, Ibra a inscrit 54 buts et délivré 17 passes décisives en 58 rencontres de MLS. Thierry Henry, lui, se relance dans le championnat nord-américain de football. L'ancien international français de 42 ans est devenu entraîneur de l'Impact Montréal pour les 2 prochaines saisons. Au moins, selon la franchise canadienne, Thierry Henry connaît bien la MLS pour avoir porté les couleurs des New York Red Bulls de 2010 à 2014. Nommé à l'automne 2018 à la tête de l'AS Monaco, il a été évincé après seulement 100 jours et des résultats décevants. À l'Impact Montréal, Thierry Henry succède au Colombien Wilmer Cabrera, qui a assumé l'intérim pendant 2 mois après le limogeage en août du Français Rémi Garde. Retour sur le continent, au Ghana, comme dans la plupart des pays africains,
Le football est le sport le plus apprécié, mais l'image de ce sport roi y a été ternie par une corruption généralisée dévoilée en 2018. Le scandale a conduit à des suspensions de matchs et à la fermeture de certains clubs de foot. Parmi les rares clubs qui sont restés ouverts, les Shooting Stars ne font pas que promouvoir le football. Ils œuvrent également en faveur de la communauté en gardant les jeunes footballeurs à l'abri des dangers de la rue. Stacy Snocht s'est rendue sur place et je vous fais le récit. Le football ghanéen a été secoué en 2018 par un scandale de corruption qui a donné lieu à la suspension d'officiels et à l'annulation de matchs de championnat. L'enquête menée par le cabinet d'investigation privé Tiger Eye a révélé une corruption généralisée dans le foot ghanéen et également dans d'autres pays. Mais pendant que la Fédération ghanéenne de football faisait le grand nettoyage et que certains clubs fermaient leurs portes, les Shooting Stars continuaient à former, héberger et soutenir les jeunes joueurs. Nous essayons très modestement de faire en sorte que le football ghanéen continue d'être pratiqué. Ces 2 dernières années, la plupart des clubs ghanéens ont mis la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas continuer à dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Ce scandale de corruption a poussé de nombreux joueurs de foot ghanéens à partir jouer à l'étranger et parfois même à laisser tomber leur passion pour trouver d'autres emplois. Mais grâce aux dons, les Shooting Stars ont pu aider de jeunes footballeurs à poursuivre leurs entraînements au Ghana. Ils nous offrent la nourriture et nous disposons de tout le matériel nécessaire. Vous n'avez pas besoin de sortir du pays. Les meilleurs formateurs et entraîneurs des Shooting Stars ont coaché ces jeunes qui ont pu montrer leur talent lors de matchs hors compétition en Europe. Lors du scandale qui a mis à genoux le football ghanéen, Amanda Clinton a représenté la Fédération ghanéenne de football. Le football a été un très bon catalyseur dans le monde, un peu comme les gladiateurs des temps modernes. C'est un tremplin pour les personnes défavorisées, pour qui cela fait vraiment la différence. L'objectif d'Ansa, cofondateur de Shooting Stars, est de voir certains de ces footballeurs jouer à l'international et pour ceux qui restent au pays, il espère qu'un meilleur soutien sera mis en place. Voilà, c'est tout pour le sport. On se retrouve demain. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe. À demain.